Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur, pour la campagne impériale en tout cas, sur le compagnon de l'Empire en ruine, qui est un peu une sorte de best-of de ce qu'on peut attendre d'un compagnon d'une grosse campagne. On va tout de suite monter dans le vif du sujet. Donc vous avez une carte qui a été refaite d'ailleurs il n'y a pas longtemps de l'Empire pour justement Empire and Ruins, qui est très très dense, un peu difficile à lire je trouve, parce qu'il y a plein de petits trucs sur le côté. Par chance, vous pouvez l'avoir en PDF gratos, en haute résolution, je crois, sur le site de Cubicle 7, et généralement, elle est donnée quand vous achetez des PDF. Donc, illustration que j'aime beaucoup, donc c'est la couverture. Vous pouvez noter l'espèce de gros yeux rouges qui vous regardent derrière le tronc, signifiant un peu à quel point ça va être le bazar. Donc, on commence comme d'habitude avec juste un petit récapitulatif sur, bah voilà, pour les grognards, les machins. Le premier chapitre est consacré en fait au Rocher Scintillant qui va, donc je rappelle, le Rocher Scintillant, c'est un chapitre qui est présent dans la première campagne, enfin dans le bouquin de la campagne principale, et là ça permet un peu d'étendre sur ce lieu qui est à la fois un lieu sacré pour les gens qui vénèrent Sigmar et pour les Ulricains, donc il y a des Sigmarites et des Ulricains qui sont sur place. Il y a des règles donc sur les reliques, alors ça sort un peu de nulle part, c'est assez génial. On a donc, il nous balance les règles sur les reliques, comment les reliques peuvent enfin il vous donne des exemples en fait de reliques, qui chacune en fait ont un petit pouvoir, qui grosso modo rend vos jets de prière plus puissants, ou vous évite de prendre justement une pénalité sur la table de la colère des dieux, prendre une pénalité moins importante, donner des bonus sur certaines de vos compétences, ou vous donner littéralement un talent divin, en fait, un talent que vous n'avez pas, par exemple vision sacrée, ou que sais-je. Il y a quelques exemples de reliques existantes. C'est pas génial, je trouve que c'est un peu relou, parce que d'un côté, bon, on va pas se mentir, hein, concrètement, vous pourriez vous-même inventer ce genre de relique, vous n'avez pas besoin d'avoir des règles, mais pour les gens qui veulent un peu avoir tout en matière de règles sur les prêtres et saints, faut que vous achetiez un obscur compagnon pour avoir ça. C'est un peu dommage. Donc ensuite, on arrive sur le sanctuaire lui-même, donc c'est pas mal, c'est une carte qui est assez utile, notamment si vous faites le chapitre principal de la campagne, où on peut vous placer, grosso modo, comment s'oriente en fait le Rocher Scintillant, l'église et le sanctuaire, puisqu'en fait il est à la fois présidé par les Aldorfiens, par les Sigmarites et les gens qui vénèrent Ulric, et c'est plutôt pas mal. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que vous savez que c'est un complément d'un livre de la campagne. On vous dit que dans la campagne, donc dans l'Empire en ruine, il va y avoir une grande attaque sur un campement partagé entre les Aldorfiens, les Sigmarites et les gens la délégation qui vient de Middenheim, ulricaine, et en fait on vous le met pas sur la carte. Et moi j'aurais bien aimé, en fait, c'est bête, cette carte-là, elle aurait très bien pu être dans le bouquin de base, avec des indications, en disant, voilà, le camp des Sigmarites, il est là, le camp des Ulricains, il est là, les fils d'Ulric fachos, ils attaquent de là, enfin j'en sais rien, c'est dommage, c'est un peu, parce que, bon, c'est toujours sympa d'avoir du contenu supplémentaire, mais est-ce que vous allez vraiment vous servir? C'est un compagnon de l'Empire en ruine. Normalement, vous devez vous en servir dans le cadre de la campagne. Et le seul moment où vous allez ici dans la campagne, c'est quand justement il y a la rencontre entre la Ulric et le Grand Théogonis. Donc j'ai envie de dire dommage. On passe, voilà, bon, vous avez des profils de prêtres si vous voulez pour jouer vos personnages, enfin pour ajouter la couleur aux personnages présents, avec les gens qui sont présents en permanence. On retrouve les deux frères, Martin et Rolf, qui sont, si vous avez, ça c'est plutôt rigolo, je l'ai fait jouer, c'est ceux qui ont survécu C'était les assistants du prêtre qui s'est fait trucider par le maître des tombes dans Mort sur le Reich, le compagnon. Donc voilà, au cas où vous avez là, vous pouvez les retrouver, ça vous fera des PNJ de retour supplémentaires, et il y a une description de Scar, qui est une sorte de gros loup d'Ulric, que moi j'ai fait jouer pour un peu mettre des bâtons dans les roues dans mes joueurs pendant la grosse attaque. Mais bon, libre à vous, après il a un profil qui est pas déconnant non plus, mais bon, vous avez sûrement vu au stade de cette histoire des plus grands affrontements, des plus grands changements, et je suis pas sûr que vos joueurs ont envie de se continuer un loup supplémentaire. Moi, ils l'ont tué, ils l'ont dépecé. Bref, passons. On arrive à un chapitre pour faire jouer Aldorf avec l'impact et l'influence à son paroxysme de Charagretu. Donc en gros, c'est au moment où vous retournez à Aldorf juste avant le final, et que vous avez théoriquement le marteau avec vous, c'est pour essayer de donner des éléments supplémentaires pour prouver que le chaos est sur le point de dévorer la ville et qu'il se passe des trucs pas très globes. Donc on retourne un petit coup sur la prophétie. Donc la prophétie, c'est dans le premier chapitre, il y a un prophète qui vous balance la prophétie blablabla qui va vous amener qui cite à chaque fois tous les chapitres de scénario. J'ai vu un pouvoir derrière le trône.
On a navigué sur il y a eu la mort sur le rail qui est patati patachmol. Après, si vous voulez l'étendre, vous pouvez. On arrive ensuite sur l'idée que la magie va potentiellement, si jamais vous balancez, enfin vous faites de la magie et compagnie, à Altdorf, il peut y avoir des effets particulièrement dévastateurs et dégueulasses. On remarquera aussi qu'il n'y a pas que ça qui est dégueulasse, c'est aussi illustrateur que j'ai vraiment du mal avec ce mec, j'y peux rien. Je sais pas si c'est la couleur, mais il y a un truc qui va vraiment pas. Et on vous donne au cas où, on vous dit, non seulement votre magie peut encore plus déconner que d'habitude, mais on va rajouter des créatures de Tsenj pour faire la balade. Donc il y a les scribes de Stench. Donc je rappelle, les scribes, c'est des petits bonhommes des petits démons bleus sur un disque qui copient tous les sorts qui existent en fait dans le monde. En fait, c'est Tsenj qui leur a demandé ça. Pourquoi pas, ça va être un peu infernal. Il y a des gens qui font de la magie au hasard. Oh, vous avez des flamers de Tench, donc gros trucs dégueulasses qui font lance-flamme. Alors ils sont pas très costauds, mais alors ils font hyper mal. Ils font des souffles avec du warp fire. Donc le warp fire, c'est du feu corrupteur extrêmement vénère. Il y a plein de saloperies. Il y a une gamine aussi qui transforme tous les gens qu'elle touche en mutants. Enfin, c'est la catastrophe. On vous donne quelques petits éléments d'événements que vous pouvez rencontrer pour mettre des bâtons dans les roues, parce que concrètement c'est ça, entre vos joueurs, leur enquête et le fait qu'ils vont enfin arriver au palais, parce que le but c'est quand même d'arriver au palais avec Galmaraz. Donc vous avez la totale, vous avez des gens déchaînés, des bâtiments qui s'effondrent. Voilà, le seul truc qui m'a fait vraiment marrer, que j'ai bien aimé, c'est celui-là. Il y a des bouchers, les animaux, en fait, les carcasses s'animent et commencent à danser comme dans Fantasia de Disney. Ça, c'est marrant. J'aime beaucoup l'illustration aussi, qui est chouette. Voilà, du climat, si vous voulez en rajouter une couche. Chapitre 3, c'est sur le clan Mad Crow, donc c'est les gobelins que vous rencontrez dans la gorge perdue qui vous amène jusqu'aux cavernes du chaos. Bon, c'est toujours rigolo, il y a une description du Dr Weird sur ce clan de gobelins et pourquoi ils sont si particuliers. C'est des gobelins de la nuit qui sont perdus, qui sont installés dans cette grotte et qui peuvent plus en sortir. On vous redonne tout leur historique, aussi leurs champignons bizarres, parce qu'ils ont des champignons hallucinogènes qui sont dévorés par leurs chamans, que vous pouvez aussi manger si le cœur vous en dit. On donne des descriptions à des PNJ qui étaient présents déjà dans le bouquin de base, mais on se dit qu'on pousse un peu plus loin en les ajoutant. Donc il y a notamment Gitface qui est un peu débile, il y a le vieux gobelin, enfin voilà, des mecs qui étaient déjà présents dans le bouquin, mais sans plus d'éléments supplémentaires pour là au moins vous avez une illustration. Ensuite, on arrive sur les Ostlanders impériaux, qui sont le régiment d'infanterie, c'est les patrouilleurs alpins équivalents qui vivent aussi dans le col du Feu Noir et qui sont en fait dirigés par Colonel Sivers qui peut rentrer en jeu dans la campagne si vos joueurs font pas forcément ce qu'il faut. C'est assez dense, encore une fois, on est vraiment sur du profil compagnon, on vous donne des articles supplémentaires qui peuvent ou pas vous intéresser, pourquoi pas, hein. Et toujours avec quasiment tout le descriptif. Alors ça, je trouve que c'est un peu overkill. Tout le descriptif des gens importants dans le régiment. Bon, je sais pas si vous en ferez vraiment. Il y a déjà quand même suffisamment à manger. On est sur un bouquin qui fait plus de 200 pages de base. Donc si vous rajoutez en plus de la couleur, ça peut être très 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 dense. Ou alors vous faites une campagne vers le col du Feu Noir. Et il y a des pistes aussi pour les intercepter avec les Ostlanders, durant la campagne. Donc comme ça, au moins, vous pouvez amener tout le chapitre que vous avez bossé là-dedans. La question du Nurland, qui pour moi est un non-chapitre, parce que peu après ce chapitre, donc c'est un chapitre qui va réexpliquer un peu la situation politique du Nurland. Très honnêtement, et comment ça se passe après, avec une descriptif aussi des PNJ. Encore une fois, si ça vous intéresse vraiment, vous achetez Salzon Mound, qui est un supplément dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus il y a un peu de temps. Honnêtement, vous n'allez pas apprendre grand-chose, donc voilà, c'est un territoire qui veut faire sécession de Middenheim, bon voilà, et puis à la fin, ils arrivent à devenir indépendants, bon, super. Beaucoup plus intéressant, j'ai beaucoup aimé, c'est les fins alternatives. Donc, dans le bouquin principal, les fins sont pliées en moins de 2 pages, en vous disant, qu'est-ce qui se passe si bidule y gagne. Là, on y va beaucoup plus en longueur. À chaque fois, on a une description du PNJ en question qui peut gagner, spoiler, c'est que des méchants, comment il gagne, et qu'est-ce qui se passe quand il gagne. Et là, c'est très très intéressant. Moi, j'ai vraiment utilisé le truc de Zuntermann pour que justement mes joueurs finissent en prison, parce qu'ils avaient coché toutes les cases pour que Zuntermann gagne, pour qu'en fait, ils prennent un peu l'ascendant sur tout ce qui se passe. Donc par exemple, si Zuntermann, il peut gagner, si...
En fait, il arrive à arrêter. Si jamais le marteau n'arrive jamais à Altdorf, il peut gagner. Parce que en gros, ça veut dire que le prince couronné ne devient jamais un démon, mais il peut être influencé par Zuntermann qui va manipuler les 9 yeux. Zuntermann arrive à porter le chapeau à Zuntermann peut... Il faut aussi que Weissmeyer meure, forcément, pas qu'il révèle potentiellement l'identité de Zuntermann. Et à ce moment-là, c'est Holzkrug qui porte le chapeau pour tous les événements terribles qui s'est passé, comme la neutralité de Uberstrike, l'édit sur les mutants. Holzkrug est exécuté, donc Zuntermann devient le chef de la Chambre Noire. Donc vous avez le chef de la Main Pourpre, qui est aussi le chef de la Chambre Noire, et qui va directement foutre il va foutre à l'hospice le fils naturel, enfin le fils reconnu de Karl Franz et sa mère. Et moi j'ai fait jouer ça, hein. J'ai fait jouer, en gros le final ça commençait par les joueurs ont dû retourner à le grand hospice de Chalia pour délivrer le fils de l'empereur et l'impératrice. Donc voilà, après, bon, la fin, elle est pas si terrible, hein, c'est pas terrible, enfin, dans le sens, ils vous disent ce qui se passe, effectivement, c'est toujours pas top d'avoir un grand mage du chaos qui dirige l'Empire, mais il y a des situations qui peuvent être un peu, vous allez voir très très vite, qui peuvent être bien pires. Et à chaque fois, un truc assez cool, on vous dit potentiellement une façon d'enchaîner sur la campagne. En gros, qu'est-ce qui se passe si jamais Zuntermann devient le big boss et que vous en apercevez, bah potentiellement il vous faudra faire une alliance avec avec Emmanuel donc de Nuln et aller chercher, comme je disais, l'impératrice et le fils naturel le fils de Karl Franz. Weissmeyer, donc c'est pour la même chose, pour une obscure raison, en fait c'est les mêmes paramètres qu'avant, mais vous arrivez en plus à dégommer Zuntermann. Donc Weissmeyer arrive à se glisser et reprendre la main. Grosso modo, c'est comme Zuntermann, mais il est beaucoup plus unhinged, il est beaucoup plus foufou, et surtout il veut vous tuer, parce que vous lui avez fait beaucoup de soucis. Et on vous dit que c'est à Uberstrike, en fait, que la situation va se régler. C'est assez marrant, ils ont fait un truc où, en gros, vous allez vous planquer à Uberstrike, Weissmeyer veut vraiment vous tuer, donc ça peut faire un vrai duel à l'ancienne pour faire une sorte de reprise du pouvoir derrière le trône, que je trouve assez cool. Parce qu'il n'est pas du tout manipulateur, il est manipulateur, mais il a vraiment envie de vous dégommer personnellement. Ça, c'est chouette. Peut-être la pire fin possible, on va pas se mentir, Casterly Libérung gagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je rappelle, Casterly Libérung, il pense qu'il y a... Gideon lui a foutu dans le crâne pour le faire exécuter, en fait, pour que la main pourpre soit révélée, et pour qu'il se fasse tuer. Il lui a dit, j'ai une grande quête pour toi, c'est de faire en sorte que le champion dans les ténèbres existe. Et champion des ténèbres, donc c'est un truc que Gideon a inventé, hein, c'est pas un vrai truc, c'est ça qui est génial. Ça serait potentiellement un humain versé dans les arts chaotiques, extrêmement balèze, qui serait entraîné par dont j'ai plus le nom, c'est Horst Eberhauer, je sais plus le grand Horstman, le très très gros méchant ancien chef, patriarche de l'Église de Lumière, qui est parti, en fait, qui est devenu un mage du chaos, et qui se planque là-bas au nord. Et donc ce qui se passe, c'est que si jamais vous arrivez à dégommer, vous empêchez le rituel de se produire, Galmaraz n'est pas récupéré, Jan Zuntermann est potentiellement... je vais y arriver, donc Zuntermann et le titre de Middenheim sont dégommés. Normalement, ça peut... Si vous laissez un petit peu les choses patauger, ça peut poursuivre par... En fait, les 9 yeux continuent à faire leur boulot. Ils arrivent à complètement corrompre le prince Wolfgang, mais ça part aussi du principe que vos joueurs n'ont pas du tout compris l'histoire des 9 yeux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, il y a un déclencheur chez Wolfgang, il part dans les terres du Nord, il va se faire entraîner par Horstman, par Engrim von Horstman, ça y est. Il revient, c'est un sorcier du chaos, il commence à manipuler tout le monde, donc il est sous couverture bien sûr, il commence à manipuler tout le monde pour faire en sorte que Karl Franz meure, pour faire en sorte d'avoir les pleins pouvoirs, et il propage par exemple, il dit la magie c'est super cool, on n'a pas besoin en fait des écoles de magie, et peu à peu en fait vous avez un empereur du chaos sur le trône, donc c'est vraiment la pire des fins. Et on vous dit que la seule façon de régler ce problème-là, c'est d'aller en Brétonnie, ou d'aller à Ultan pour trouver des soins et espérer que les elfes vont filer un coup de main. Enfin, alors la possibilité qui a très très peu de chances d'arriver, mais on sait jamais, mais qui est très très drôle quand même, c'est qu'en fait les joueurs gagnent. Et qu'en fait mais vraiment toutes les conspirations qui avaient lieu, c'est-à-dire que Zuntermann est dégommé, le rituel n'a pas lieu, mais vraiment, genre, ils ramènent le marteau, mais ils arrivent à empêcher ils arrivent à choper le prince Wolfgang et le faire, lui délaver le cerveau, grosso modo, pour qu'il n'ait jamais la raison. Toute la conspiration, donc les faux gardes de la Reichsguard, les 9 yeux et compagnie sont tous dégommés, Gideon est dégommé en avance, et du coup, c'est cool.
il se passe rien, et vous avez vraiment gagné pour le coup. Donc on vous parle, la conséquence c'est plus une histoire politique, où en gros on va forcer, l'empereur va se marier enfin avec l'impératrice, hein, qui était une concubine, mais il va lâcher du lest avec notamment Uberstrike, il va lâcher du lest au Norland, et c'est ce qui se passe en gros, c'est que le Norland devient indépendant, au détriment de Middenheim, mais bon, qui a d'autres soucis à ce moment-là. Et ça semble plus ou moins bien se passer pour les joueurs, et ça se finit, le truc très rigolo, c'est effectivement, j'en ai parlé dans le bouquin principal, mais en fait c'est dans le supplément, que vous avez une récompense de 20 000 couronnes, et on vous donne le château Wittgensdorf à rétaper. Vous voyez, c'est là dans la couverture, c'est le château Wingertom, et c'est vous maintenant qui allez retaper ce château-là. Donc c'est assez chouette, hein, il y a très très peu de chances que ça arrive, mais pourquoi pas. Donc un chapitre très cool. Le changelin, donc on en a beaucoup parlé dans les autres compléments. Là, c'est vraiment un chapitre pour se poser et dire, ok, comment utiliser le changelin, qui est une sorte d'avatar de Tzeentch majeur, qui peut changer tout le temps de forme, qui est un avatar du chaos, qui, à mon avis, est une bien meilleure utilisation d'un aspect du chaos que Gideon, qui, bon, si vous le ressortez de votre poche, c'est pas terrible. Donc on vous donne des différentes pistes, on vous dit, vous l'utilisez comme... en disant que juste simplement que Gideon c'est un aspect du changelin, que le changelin est un rival de Gideon, ou que le changelin était là pour aider Gideon. Moi, très honnêtement, je dirais juste que Gideon est un aspect du changelin, parce que le changelin est quand même extrêmement costaud comme créature, donc voilà. Et surtout, si le changelin perd, il en voudra pas forcément aux joueurs, ou il essaiera de les garder en vie pour se venger plus tard, donc c'est pas mal, ça vous permet un petit peu de vous calmer beaucoup de choses par rapport la difficulté si les choses ne tournent pas très très bien pour vos joueurs. On vous dit comment il apparaît de temps en temps pour donner des indices sur son identité véritable tout au long de la campagne. Et maintenant on arrive à une partie que j'aime beaucoup encore dans ce livre, c'est un bestiaire de très très gros monstres. Parce qu'on part du principe que, bon, moi j'étais pas un grand XP, donc mes joueurs étaient pas si forts, mais normalement si vous arrivez en fin de campagne, vos joueurs ils sont à leur dernière carrière, ils sont extrêmement costauds, et peut-être que, en face, l'opposition n'est pas si forte que ça. Donc, dans leur grande clémence, les gens de Cubicle 7 se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre des trucs extrêmement vénères en face. Et là, vous en avez pour votre argent. Vous avez des Mondguls, vous avez des squids géants, vous avez des étines corrompus, c'est la totale, c'est absolument ignoble. À chaque fois, on vous dit comment vous les rencontrez. Donc, autant le Mondgul, ça me paraît compliqué, autant le Colossal Squid, on peut partir du principe que justement les gobelins du Mad Crow, ils avaient un Colossal Squid chez eux, et quand vos joueurs se barrent, ou avec l'inondation de la caverne, l'inondation de la gorge qui se passe quand vous avez récupéré le marteau, ils lâchent un squid géant. Les illustrations sont absolument géniales, je trouve que c'est absolument génial. Et dernier pas des moindres, le Necrofex, qui serait potentiellement la réalisation majeure du Seigneur des Tombes, qui ferait de lui un très 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 grand nécromancien. Je vous conseille pas de l'affronter, mais bon, en arrière-plan, on sait jamais, ça peut en foutre plein les mirettes. Ensuite, chapitre un peu, pas génial sur qu'est-ce qui peut se passer quand vous arrivez au col du Feu Noir, avec un fuyard, hein, donc quelqu'un qui a quitté l'armée, qui se bat en courant, tout l'historique de Shara Gretu, si ça vous intéresse, donc c'est ce que j'avais un peu résumé dans l'histoire des PNJ, et dans la vidéo sur l'Empire en ruine. Et la présence un peu bizarre de Sadiqur, qui est une momie, un mort-vivant de Nekahara, qui suit depuis très longtemps. On ne sait pas vraiment s'il le vénère ou pas, mais qui est très proche, disons, de Shara Gretu, qui aimerait bien le voir le revenir, et qui peut être justement une source pour vous aider sur Shara Gretu, et potentiellement si vous êtes coincé. Vous avez récupéré Galmaras, mais vous ne savez pas comment l'activer, ou que sais-je, il est un peu là pour ça. Sachant qu'il peut devenir potentiellement un adversaire assez costaud, puisque c'est quand même pas un petit magicien, il est assez costaud quand même. Ensuite, scénario que je n'ai pas trop aimé, j'en ai parlé dans la vidéo sur les scénarios alternatifs. En gros, c'est une histoire qui est foutue là, je sais pas trop pourquoi, ça n'a aucun rapport avec l'Empire en ruine. Il y a un gros ogre qui gagne toutes les batailles dans une arène, il y a un mec qui veut vous payer pour que le gros ogre dégage, et c'est à vous de vous débrouiller pour que le gros ogre dégage. C'est pas extrêmement... C'est un bon scénario Warhammer, mais encore une fois, ça serait mieux dans une compilation de scénar, dans un Uberstrike Aventure que là-dedans. Et je me demande même si c'est pas un vieux scénar qui était de quelque part. Oui, donc je sais pas, j'ai pas trop la connaissance là-dessus. On arrive à ma partie favorite du bouquin, qui est le siège de Disdorf. Donc pour rappel, vous êtes en fin de partie, vous avez Galmaraz n'est pas encore rechargé, c'est-à-dire que les runes doivent être rechargées dans une flamme d'Ulric. Il n'y a pas de flamme d'Ulric à moins de 2000 km, la seule qui est sur le passage, c'est dans un petit hôtel qui s'appelle le Volschugel,
qui est une colline avec une sorte de cairn consacrée à la fois à Tal et Ulrich, où potentiellement vous pouvez rallumer la flamme. Pas de bol, l'ancien prêtre est mort depuis longtemps, il y a juste un petit genou. Et quand vous y allez dans le scénario standard, vous montez sur Volkshugel et il y a une arde d'hommes bêtes qui arrive. Sauf que juste à côté du Volkshugel, il y a un bourg qui s'appelle Diesdorf, qui est au bord du Reich, qui est une académie militaire. C'est la ville où a lancé, c'est la ville où la grande croisade contre le chaos a été lancée il y a très très longtemps. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à Diesdorf, on vous annonce qu'il y a des membres du conseil qui ont été assassinés. Qu'il y a des gens de on ne sait pas qui, en fait, qui sont révélés plus tard d'être de la Couronne Rouge. Donc rappelez-vous, la Couronne Rouge était le Kaskerzen, tous ces gens qu'on a oubliés, qui vont se pointer. Et on vous dit, il faut vraiment que vous restiez pour nous filer un coup de main. Donc au début vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe. Et il y a un messager qui arrive et qui vous dit, il y a une horde qui arrive de 3-4 jours, j'ai des réfugiés avec moi. Est-ce que vous pouvez les prendre? Et 2, il faut impérativement vous protéger la ville parce que dans 5 jours, ils seront là. Et si vous n'êtes pas prêt, tout le monde va mourir. Et donc le but du jeu, c'est comment est-ce que vous allez faire pour protéger la ville, sachant qu'il y a beaucoup de tensions à l'intérieur et à l'extérieur, notamment il y a les plus pauvres qui sont foutus à l'extérieur de la ville. Et évidemment, à un moment, on vous demande, soit on vous donne des choix. En fait, les joueurs sont automatiquement rattachés au conseil. Ils sont rattachés au conseil et on leur dit, écoutez les gars, maintenant on a besoin de voter sur différentes actions qui vont avoir lieu sur les 5 jours. Il y a plein d'actions différentes. Un exemple, donc comme je disais, il y a un faubourg pauvre, un bidonville avec des nains surtout qui est à l'extérieur de la ville. On vous demande si soit vous le laissez, et donc potentiellement les gens qui sont dans le bourg vous fileront un coup de main en temps voulu, soit vous leur demandez à la fois de revenir à l'intérieur pour détruire le village, le faubourg. Parce que si le taudis reste, ça veut dire que quand la harde de la Couronne Rouge va arriver, ils auront des endroits pour se protéger. Et donc potentiellement vous aurez des malus ils auront des bonus pour vous attaquer durant le siège. Tout est un peu fait comme ça, il y a plein de décisions, c'est sur 5 jours. Il y a, j'en passais des meilleurs, notamment il y a un homme bête, en fait, télépathe, qui a été enfermé dans le temple de Sigmar, et qui peut contrôler à distance les gens, et bien sûr, au moment de l'attaque, il va faire en sorte qu'il y ait des massacres qui se passent. On retrouve forcément de retour toute l'armée de la Couronne Rouge, avec, rappelez-vous, le gars du chaos, qu'on avait... qui était l'un des invités des Wittgenstein dans Mort sur le Reich. Donc c'est pour ça que je disais, il faut peut-être garder Etelkas Erzen si vous avez ce bouquin-là, parce que ça devient un peu plus intéressant quand même. On vous décrit ensuite le reste du conseil, donc ceux qui ne sont pas tués, donc vous avez un peu le classique, vous avez le no-nonsense capitaine pragmatique qui essaie de faire son mieux, la gentille de Shalia, le marchand forcément. Et après, vous avez un paquet d'événements. Donc ça, c'est tous les événements qui peuvent se passer. Ils sont tous décrits. Et chaque événement entraîne un choix moral qui peut affecter de manière positive ou négative l'issue simplement du siège. Donc ça peut être aussi, par exemple, on va essayer il y a un moment, on dit, on peut essayer d'engloutir les vieux quartiers de la ville. Comme ça créera des douves naturelles dans la ville. Mais par contre, si vous faites ça, ça veut dire que potentiellement tous les gens qui vivaient dans les vieux quartiers vont perdre leur quartier et ils vont vous en vouloir. Il peut y avoir différents types de manifestations à apparaître, même des soulèvements populaires. Des fois, il faudra vous salir les mains, potentiellement. Et ça, j'aime beaucoup. C'est au bout du 2e jour, il y a le héros de la Couronne Rouge qui arrive et qui dit, vous avez 3 jours pour vous. Enfin, dans 3 jours, ma maîtresse arrive. Tout ce qu'on veut, nous, c'est 30% de votre population pour utiliser comme esclaves et serviteurs de Tsench, et après on partira. Donc forcément, les gens se posent des questions. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Il y a un théâtre, est-ce que vous voulez détruire ou conserver le théâtre? Est-ce que vous voulez accueillir les nains ou pas? Il y a des réfugiés qui arrivent, est-ce que vous voulez accueillir ou pas les réfugiés? Dilemme classique. Il y a plein de petites choses comme ça, très sympatoches, qu'on peut pousser sur quasiment 5 jours. Moi, c'est un scénario que j'ai beaucoup aimé, qui se termine évidemment par l'arrivée de l'armée. Il y a un canon aussi, parce que vous avez des ingénieurs d'Aldorf, donc potentiellement, est-ce que vous arrivez à faire pivoter le canon durant l'attaque, ce qui est assez génial. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un super scénario, je l'ai mélangé un peu pour dire que pendant que l'armée de la Couronne Rouge attaquait, il y avait le moyen d'aller sur la colline de Wolfshugel et donc d'allumer le marteau, ce qui permettait en fait de donner un bonus moral et faire une sorte d'attaque surprise. Donc j'ai fait un truc en binôme, un peu comme la fin du Retour du Roi.
Et on vous propose plusieurs options, soit vous pouvez jouer des vagues d'assaut, soit vous pouvez directement calculer des scores de points pour la couronne rouge et pour Diesdorf. En tout cas, à la fin, vous êtes censé... il y a plusieurs dénouements. Potentiellement, ça se passe très bien. Potentiellement, c'est l'horreur, tout le monde est mort. Vous êtes obligé de fuir. Ça sera à vous de voir. Donc voilà, très super scénario. Moi, j'ai adoré le jouer. C'était très chouette à lire. Et enfin, on arrive aux dernières parties assez comaque du livre, qui est le triomphe du Seigneur des Tombes, qui est enfin la fin du Seigneur des Tombes, qui commence donc le Seigneur des Tombes durant peut-être l'attaque des fils d'Ulric au Rocher Scintillon, vous sauve la vie et dit et tout, je vous retrouverai plus tard parce que il y a que moi qui peux vous tuer, vous êtes ma némésis, bref, donc vous dites il est pas mort. Ensuite, vous avez ça c'est un peu compliqué à faire, j'en ai parlé dans la piste sur les seigneurs secondaires. En fait, c'est un ensemble de rumeurs sur lesquelles vous pouvez enquêter quand vous êtes à Aldorf la première fois, donc quand il y a le conclave, quand il y a le mariage de Natastia, de Katharina, pardon, il vous explique que grosso modo, le Seigneur des Tombes est en train de piller des tombes à droite à gauche. Il a recruté un ancien mort-vivant qui était un ancien guerrier du chaos, il a une grosse armée et il est prêt à en découdre, donc potentiellement ça vous laisse annoncer que oui, ça va être terrible. Et enfin, la dernière partie, le second siège de Streisand, qui rend le second passage à Streisand beaucoup plus important. Donc je rappelle, Streisand, c'est une ville qui veut être indépendante. Le comte Marcus Leitdorf en profite pour prendre le contrôle de la ville, sous couvert d'être un indépendantiste. Il inflige à la ville un joug terrible, une dictature dégueulasse, et c'est à ce moment-là que vos joueurs doivent repasser pour trouver l'un des leaders de la résistance contre Marcus Leitdorf, qui est un érudit. Et cet érudit-là doit vous donner les billes pour rallumer le marteau, grosso modo. Et ce qui se passe, c'est que si vous jouez la campagne du Maître des Tombes, le Seigneur des Tombes en profite pour assiéger la ville une seconde fois. Donc là, vous devez à la fois gérer Marcus Leitdorf, trouver l'érudit, et vous débarrasser une bonne fois pour toutes du maître des Tombes. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a une méga armée. Alors, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de retrouver un livre, forcément, dans la bibliothèque de l'université, qui lui permettra de ressusciter le Lich Master, donc le maître des Liches, qui est un peu son idole. Je rappelle, c'est un fanboy. Donc voilà, vous avez vraiment, donc au milieu de ce bordel-là, il y a les prêtres de mort qui utilisent des onguents magiques pour aller défoncer les morts vivants et qui courent partout. Donc c'est aussi potentiellement le moment où vous pouvez avoir une arme spéciale pour détruire les morts vivants, parce que sinon ils sont invincibles. Et vous arrivez, donc le final se situe dans la crypte des livres interdits. Vous pouvez jouer si vous voulez l'attaque des morts vivants, mais c'est pas conseillé, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, il y a toutes sortes de saloperies. Et normalement, le final se passe à l'intérieur de l'université, vous affrontez le maître dont une fois pour toutes, et normalement, vous le dégommez ad vitam aeternam. Et pour être vraiment vénère, vous pouvez utiliser Galmaraz, soit par intermédiaire d'un PJ qui est un prêtre de Sigmar, soit par l'un de vos joueurs, et le dégommer une bonne fois pour toutes, parce que même Sigmar, clairement, en a un peu marre de ces histoires. Et voilà, vous avez triomphé du Seigneur des Tombes qui vous pourrit la tronche depuis maintenant 4 scénarios. Et c'est à peu près tout pour le petit compagnon. Donc voilà, qu'est-ce que je peux en dire? C'est probablement le deuxième meilleur compagnon, à mon humble avis, de la campagne. Il n'est pas aussi bien et pas aussi utile que le pouvoir d'aller au trône, mais il est quand même pas mal. Moi, le scénario sur Diesdorf, tout de suite, ça augmente la note pour moi. Le bestiaire monstrueux est très rigolo. Les fins alternatives aussi sont très très utiles. Le reste, bon, je suis un peu plus timoré, ça reste un compagnon. En tout cas, ouais, c'est plutôt une bonne cuvée. C'est pas une si mauvaise façon de terminer la campagne. Donc ça, je sais pas quand ça arrivera. Un jour peut-être en français. Mais si vous êtes collectionniste, si vous êtes atteint de collectionnite aiguë, faut pas hésiter. C'est quand même assez intéressant. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes vacances et puis à très bientôt. Salut.